Est-ce que je me trompe ou est-ce que ministre Lévesque, ça sonne bien? C'est la prérogative du premier ministre. Aujourd'hui, on a le plaisir d'accueillir Mathieu Lévesque, député de Chapleau avec la coalition Avenir Québec. Il a été nommé adjoint parlementaire et adjoint gouvernemental à la ministre de la Justice et en plus de son parcours en politique, il a gradué en droit de McGill et également travaillé chez BCF. Alors aujourd'hui, on découvre le parcours d'un juriste et politicien d'exception et sur ce, on se lance. Bienvenue à 100 mètres. Donc Mathieu, un gros merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour Charles-Antoine, merci beaucoup. Très, très heureux d'être ici avec toi aujourd'hui pour discuter de ce sujet, puis de ce beau podcast 100 mètres. Très intéressant comme titre de podcast. Ben merci beaucoup, puis ça va bien aujourd'hui? Très bien, pleine forme, il fait beau, on a une belle journée, puis on est dans notre belle région de l'Outaouais. Comme tu l'as dit, nous sommes deux gars de l'Outaouais, de Gatineau, on est allés à la même école secondaire, donc ce sont des liens qui nous rapprochent. Exactement, même si on ne s'est pas croisés, en fait, là, on n'a pas le même âge, c'est certain, mais oui, on a une expérience similaire. Fait exact, quelques petites années. Exactement, juste quelques petites années, on n'aimera pas nos âges, là, c'est parfait. C'est quand la dernière fois qu'on t'a appelé maître, en fait? Écoute, la dernière fois qu'on m'a appelé maître, c'est lorsque j'étais dans la pratique, lorsque j'étais chez BCF. Parce lorsqu'on devient politicien, ben c'est souvent Monsieur le député ou Monsieur l'évêque. Donc le titre de maître prend moins d'importance en quelque sorte là, sur le volet représentation des citoyens. Donc on devient le député, on devient monsieur, mais c'est plus maître parce que on est moins dans le contexte professionnel de droit ou d'avocat. Oui, exactement. Puis est-ce que tu compterais à un certain point te replonger les pieds en droit ou non? Bien, écoutez, pour l'instant, mon engagement là est vraiment, vraiment lié à mes concitoyens de Chapleau, puis au travail en politique qu'on a à accomplir pour le Québec. Donc, c'est ça sur quoi toutes mes énergies sont concentrées. Mais évidemment, on ferme jamais la porte. On dit jamais non et on dit jamais, surtout, Fontaine, je ne boirai jamais de ton eau. Exactement. En fait, je me posais une question. Quand tu étais jeune, là, même avant le secondaire, tu répondais quoi à la question « Tu veux faire quoi plus tard? » Bien, c'est une très, très bonne question. En fait, lorsque j'étais jeune, j'avais deux ambitions, deux grandes aspirations en termes professionnels. Puis j'appelais ça les 2 P. Puis j'appelle ça encore les 2 P. Soit pilote d'avion ou la politique, devenir politicien. Donc, j'avais toujours eu en arrière la tête ce désir-là de faire de la politique. Je trouvais que c'était travailler pour plus grand que soi. Dans le sens que on s'engage pour notre communauté, pour les gens qui sont avec nous dans notre ville ou dans notre circonscription. Puis on les représente du meilleur de notre capacité. Puis on essaie de faire avancer les choses. Donc ça m'interpellait énormément, même quand j'étais jeune. L'autre volet, c'était pilote d'avion. J'ai toujours aimé l'idée de vraiment l'aéronautique, les avions. Et tout le volet voyage aussi m'intéressait à découvrir de nouveaux pays, de nouvelles cultures. Donc, c'est un peu deux grandes passions que j'avais. Puis, j'en ai suivi une sur les deux. Ouais, OK. Puis donc, t'es pas devenu pilote d'avion, finalement. Effectivement, j'ai pas... quoique, j'ai fait quelques cours de pilotage et j'ai déjà, avec un instructeur, là, pour le plaisir seulement, évidemment, piloté un avion. Puis c'est une belle expérience. Mais effectivement, au niveau carrière, j'ai pas suivi cette carrière-là. C'est drôle, ça m'intéresse aussi, en fait, de faire ma licence à un certain point, là, plus comme un hobby, là, mais ouais, c'est vraiment une super belle passion. Et pourquoi avoir étudié le droit si en fait, tes ambitions étaient vraiment axées par la politique? Oui, en fait, moi, j'ai fait, après le secondaire, donc le collège Saint-Alexandre, moi, j'ai fait le saut directement à l'Université d'Ottawa. Puis d'ailleurs, l'Université d'Ottawa accepte certains étudiants du secondaire, après le 5e secondaire, pour faire un baccalauréat. Et j'ai fait sciences politiques et administration publique, qui est mon premier baccalauréat, en fait, et j'ai étudié. Et ensuite, j'ai travaillé avec M. Benoît Pelletier. On se souviendra, le regretté Benoît Pelletier, qui était un grand constitutionnaliste québécois et qui était également ministre dans le gouvernement de Jean Charest. J'ai travaillé pour lui dans son cabinet régional et il m'a insufflé cette passion et ce désir du droit. Et il m'a dit, Mathieu, tu devrais aller faire du droit parce que le droit, tout est possible avec ça. Puis, il me parlait donc des enjeux constitutionnels, de ce qu'il voulait réaliser, puis de tout ce qui était possible. Donc, il y a eu un déclic chez moi, puis un élément déclencheur qui a fait en sorte, wow, moi aussi, j'aimerais peut-être ça, pouvoir étudier le droit et, dans le fond, avoir cette formation-là que lui, mon mentor politique, a.
Super. Puis quand je préparais en fait l'épisode, puis je fais des recherches bien évidemment à ton sujet, j'ai remarqué que tu avais décidé de faire une maîtrise en gestion au HEC alors que tu étais déjà avocat. Oui. Comment est-ce que tu justifies ce choix-là? En fait, lors de mon parcours en droit, j'ai eu le bonheur de faire ce qu'on appelle la course au stage. La course au stage, c'est, dans le fond, on fait des demandes auprès de cabinets qui nous permettent ensuite d'aller faire le stage du barreau. Oui, le stage, excuse-moi. Donc, ça nous permet de faire le stage du barreau. Et j'ai eu un grand intérêt, en fait, pour le droit des affaires. Puis j'ai rencontré un cabinet avec qui ça avait très, très bien cliqué. Et pour avoir justement une autre corde à mon arc en termes de droit des affaires, j'ai fait une maîtrise au HEC en management. Donc, ça est venu compléter la formation du volet droit des affaires, puis donc mais de façon plus pratique. Donc pas juste en droit des affaires, mais aussi la maîtrise qui était plus terrain, donc plus sur le terrain, parce que ça nous permettait d'aider les entrepreneurs que nous accompagnons dans le domaine juridique. Est-ce que tu trouves que ton expérience à la fois en droit, également justement en gestion, t'aide aujourd'hui? Oui, énormément, parce que la politique, c'est pas désincarné de cette réalité-là, autant le droit que les affaires, puis d'autres volets aussi de la société, parce qu'on touche à tout en politique. Là, c'est comme on dit toujours, il y a pas une journée pareille, puis il y a pas une journée qui se ressemble. Mais donc toutes ces différentes cordes à mon arc, me permettent justement de bien accomplir mon travail au quotidien. Ben oui, c'est certain. Il y a une expression, un dire en droit que je veux te partager, puis avoir ton opinion là-dessus. Ouais. On entend beaucoup de gens, en fait, dire que le droit mène à tout en autant d'en sortir. Ouais. T'en penses quoi? En fait, non seulement je trouve ça très pertinent, très intéressant et surtout très vrai, parce qu'il n'y a pas un de mes profs à l'Université McGill qui ne l'a pas dite, cette phrase-là. Donc, chacun des profs qu'on a eu ont dit « le droit mène à tout, pourvu qu'on en sorte ». Et je pense que c'est tellement vrai parce que c'est polyvalent comme formation. Tu t'apprends. D'abord, c'est très lié à la société parce que le droit, ne veut pas structure la société, structure tous les pans de la société, et donc ça te permet d'avoir une vision d'ensemble, une vision globale sur tout ce qui touche les gens et tout ce qui touche également notre quotidien, le quotidien des gens. Et donc, ça nous permet d'aller dans toutes les sphères économiques ou autres, même sociales, et tous les types d'emplois nous sont ouverts. Donc, effectivement, lorsqu'on en sort, on peut aller n'importe où avec le droit. Je suis content que tu le dises parce que on le sait toutes et tous, là, il y a beaucoup de politiciens qui ont un background en fait en droit. Au niveau provincial, oui. On peut penser à Honoré Mercier, Maurice Duplessis ou encore à Jean Lesage, et au niveau fédéral, bien évidemment, à John A. MacDonald, à Pierre-Éliott Trudeau ou encore à Jean Chrétien. Pourquoi est-ce que tu penses qu'il y a tant de politiciens qui ont eu une carrière ou une avant-vie politique en droit? D'abord, je pense qu'il y a deux éléments. Je pense qu'il y a l'élément que c'est le volet démocratie et législation, c'est-à-dire. Donc, l'intérêt pour le droit vient nécessairement avec l'intérêt pour la loi, pour la réglementation, pour l'élaboration non seulement de textes législatifs, mais aussi de politiques publiques. Donc, cet intérêt-là, de façon naturelle, est là chez les juristes, parce que on étudie la loi, donc pourquoi pas faire le pas de plus et élaborer la loi. Donc, quand même, c'est naturel. Et je pense aussi le volet débat, plaidoirie, le volet oratoire, je pense que ça aussi, il y a un volet intéressant parce que il nous arrive à l'occasion de devoir aller plaider devant les juges, devant les tribunaux, il y a aussi tout ce volet-là, plaidoirie, débat, joute oratoire, négociation aussi. Donc, parce qu'au Parlement, il y a souvent les négociations, les tractations avec les partis politiques pour essayer de s'entendre sur certains amendements, certains enjeux de projet de loi. Donc, je pense que tous ces éléments-là combinés font en sorte qu'un juriste retrouve son compte aussi en politique. Ben oui, bien évidemment. Ouais. Y a-tu des anecdotes un peu plus concrètes, en fait, de comment est-ce que ton skill set de juriste, en fait, t'aide dans ta vie de tous les jours, ou encore comparativement à des députés ou des politiciens qui n'ont pas étudié le droit? Oui, c'est drôle, tout récemment, un collègue me disait, vous les avocats, puis c'est un collègue député, je ne le nommerai pas là, par respect pour lui, mais il disait, vous les juristes, les avocats qui sont au Parlement, vous partez avec une longueur d'avance sur nous autres. Parce que, premièrement, vous comprenez la structure de la loi, la façon de rédiger des articles de loi, des amendements. Vous avez également des connaissances sur les principes juridiques de base. Donc, ce que nous, on a comme acquis, ces gens-là doivent l'acquérir au fil de leur carrière politique parce qu'ils l'ont pas de façon spontanée. Donc, par exemple, on voit un article de loi, on peut faire une référence à une autre loi qui
qui s'interagissent entre elles. Donc, nous, on fait toujours ces liens-là, mais là, cette personne-là, l'autre député, il n'y avait pas ces connaissances-là de base. Donc, évidemment, il trouvait qu'on avait un pas d'avance. Mais en même temps, faut pas décourager les gens qui n'ont pas une formation juridique à aller en politique. Au contraire, ça prend des gens de tous les milieux, mais on a peut-être ce petit plus-là. Et est-ce que tu as eu un certain choc à un certain point quand tu as fait le saut entre le droit et la politique? Est-ce qu'il y a un élément, justement, qui ça te surprenait ou encore, on va dire, qui fitait moins là, avec ton expérience de juriste? Mais, oui, il y a un élément. Là, c'est certain que dans la vie de tous les jours d'un juriste, dans un cabinet d'avocat, tout va toujours très, très vite. Le client veut toujours quelque chose pour hier. Nous, ça va aussi vite, mais par contre, le volet législatif, il y a certains délais, puis il y a une certaine lenteur, mais je pense que c'est sain, dans le sens qu'il y a plusieurs étapes à l'adoption d'un projet de loi. D'abord, il y a son dépôt. Ensuite, il y a des consultations particuliires. Donc, on accueille des groupes qui viennent parler et discuter de ce projet de loi-là et nous proposer des améliorations, des changements ou nous dire que tout est très bien. Ensuite, il y a l'adoption du principe. Ensuite, il y a une étude détaillée. Et donc, l'étude détaillée peut être assez long. Donc, article par article, chacun des articles de loi, de même que des amendements, sont étudiés. Et là, les oppositions font les propositions et donc il y a des discussions qui sont faites. Donc ça, c'est un apprentissage que j'ai fait, dans le sens que je m'attendais pas à ce que ce soit quand même aussi long et pour établir une législation. Je pensais qu'un projet de loi, on le déposait, ça allait quand même assez rondement, surtout que lorsqu'on a un gouvernement majoritaire. Mais non, il y a quand même plusieurs étapes à suivre, ce qui est très bien parce que ça nous permet justement d'avoir le meilleur projet de loi à la fin lorsqu'il est adopté, parce qu'il y a eu des discussions sur l'ensemble de l'œuvre. Ça doit quand même être frustrant, là. Même moi, je me connais quand même. J'aime ça aller rapidement, pas trop attendre après les autres. Donc, ouais, je peux m'imaginer un peu la réalité. Là, il y a certains projets de loi qui ont duré au-delà de 300, 400, 500 heures d'études. Donc, il y a quand même, je ne me souviens plus du record là, exactement en termes d'heures, mais ça peut être assez long, surtout quand tu as une volonté justement de faire changer les choses et d'appliquer le projet de loi et ses principes le plus rapidement possible pour faire les changements nécessaires dans la société québécoise. Bon, ouais, puis ça en nombre d'heures, est-ce que c'est un record positif, négatif? Écoutez, je vous dirais que le gouvernement dirait que ça a été très long et on n'a pas pu aller aussi vite qu'on voulait. Les oppositions ont dit, ça prend du temps pour étudier et arriver avec le meilleur projet de loi. Donc souvent, c'est entre les deux, pas la vérité, mais du moins le compromis. À travers toutes les étapes de ta carrière, là, de ton parcours, à la fois en droit et en politique, tu dirais que c'est quoi ta plus grande fierté professionnelle? Écoutez, je pense que l'élection en 2018, mon élection en fait en 2018, à titre de député de Chapleau, c'est quelque chose d'assez inattendu. Là, on se souviendra, là, tu viens de l'Outaouais comme moi. C'était une région qu'on qualifiait de rouge. Donc, les 5 circonscriptions électorales étaient complètement gagnées d'avance pour le Parti libéral du Québec. Et en 2018, on a réussi à faire un changement. Dans le sens que je venais pour évidemment apporter le message et les convictions de la CAQ et mes convictions dans la circonscription de Chapleau. Évidemment, je n'ai pas avec un esprit perdant ou quoi que ce soit, mais en même temps, j'étais réaliste. J'avais un esprit réaliste sur les possibilités de gagner, mais je me suis dit, on va travailler fort, on va aller voir les gens, on va parler de nos propositions, nos convictions, de ce qu'on veut faire pour le Québec. Et finalement, en 2018, les gens ont décidé de nous accorder leur confiance, les gens de l'Outaouais, de Gatineau, de Chapleau. Et moi, je serai éternellement reconnaissant. Ce sera le plus grand honneur là, de ma vie de pouvoir avoir pu représenter les gens de chez moi. Puis en 2018, de faire ce changement-là dans Chapleau. Puis c'était comment faire une campagne en politique, de faire du porte-à-porte, d'aller parler à la population? Comment tu as trouvé ton expérience? J'ai adoré ça. D'abord, à la base, moi, j'aime les gens. J'aime parler avec les gens. J'aime aller à leur rencontre, qu'ils me parlent, dans le fond, de leurs enjeux, de leurs préoccupations. J'aime également échanger sur ce qu'on a envie de faire, sur les projets qu'on a, puis voir si ça correspond aussi à la vision que les gens ont de leur circonscription, mais aussi du Québec. Et donc, faire du porte-à-porte, moi, j'ai pas peur de faire ça. Au contraire, j'adore ça. Voir les gens, on discute, on échange. Ça fait parfois de beaux débats, parfois de très belles ententes. Puis mais c'est aussi une campagne électorale, c'est de tous les instants. Hein. C'est un 36 jours là, intense, mais ce qu'on en retire puis ce qu'on vit, c'est l'expérience d'une vie là.
Tu as écrit un livre également que j'ai eu la chance de lire, donc qui parle bien évidemment de ton parcours et puis de ce qui t'a emmené en politique. Puis il y a quand même des anecdotes super intéressantes, voire même relativement ludiques ou loufoques. Là. Tu dirais que c'est quoi le moment le plus improbable de ta carrière ou encore en campagne? Là, écoute, mais je serais curieux de te rendre sur celui qui t'a le plus titillé, mais je vais voir si ça nous rejoint. OK. Écoute, ça fait un bout que je l'ai lu. Là, c'est bien correct. Je me rappelle une anecdote, me semble. Je pense pas que tu étais encore en politique. Étais-tu relationniste de quelque sorte, là, je pense. Oui, avec un certain politicien. Vous étiez en campagne et là... il y avait une histoire qu'il y avait un hôtel, ça fonctionnait pas, là, vous avez dû, je ne sais plus c'était quoi exactement, là, mais je te laisserai continuer peut-être, là. Mais en fait, oui, mais en fait, c'était moi, c'était la vanne qui avait lâché. C'est ça. Puis là, on était pris, puis il fallait qu'on se rende à l'autre événement, parce que j'étais en fait ce qu'on appelle un advance, là, et on s'est rendu, il a fallu qu'on aille se louer une autre voiture, une autre van, pour rejoindre le chef, pour pouvoir refaire l'activité. Fait que tu sais, c'est des moments stressants, mais c'est des moments très excitants aussi, parce qu'en campagne, tout peut arriver. Des fois, un auto lâche, qu'est-ce qu'on fait? Puis faut toujours savoir se revirer sur un dissous, comme on dit. Fait que c'était de belles expériences là à l'époque. C'était quelle heure là quand vous avez eu une panne justement là sur le côté de la route? Mais je pense qu'il était très tard. Il était assez tard. Puis là, on a fallu qu'on se revire. On est allé chercher une autre voiture. Puis on est reparti. Puis là, finalement, l'autre van, il a fallu qu'elle se fasse remorquer. Donc c'était toute une histoire. Eh mon Dieu, ouais, j'avoue que c'est quelque chose. Ouais. Et puis pour aller du revers de la médaille, en fait, tu dirais que c'est quoi peut-être pas la plus grande erreur, mais ta plus grande leçon apprise dans ton parcours? Ben, je pense que c'est lié à c'est un apprentissage là, puis on a touché à ça tout à l'heure. Tout le volet patience, dans le sens que moi, je suis une personne qui aime que les choses aillent vite, qu'on atteigne nos objectifs, qu'on fasse les changements nécessaires. Puis en politique, tout va pas aussi vite qu'on le voudrait. Puis comme on l'a vu dans l'élaboration des politiques publiques, dans l'adoption des projets de loi. Puis ça, c'est un volet d'apprentissage qui a été difficile au début, là, je te dirais, c'est une leçon, mais en même temps, j'ai appris pour le mieux, dans le sens que je me suis dit, peut-être que ces étapes-là, ces délais-là servent justement à avoir un projet de loi que tout le monde a pu, auquel tout le monde a pu contribuer, puis améliorer les différents volets. Donc, moi, à ce niveau-là, il y avait ça. Comment tu as fait à travers, mais je voudrais voir le contraste peut-être entre le droit et puis la politique, oui. Mais pour garder un équilibre entre vie professionnelle et personnelle? Oui. Ben écoute, moi, j'ai toujours été quelqu'un de carrière. On va pas se le cacher, là. Mais je trouve quand même du temps pour moi à l'occasion. Dans le sens que moi, j'ai aucun problème à travailler de longues journées, les fins de semaine. Je l'ai toujours fait, là, même endroit. Puis d'ailleurs, dans les cabinets, c'est souvent ça que les associés, les avocats demandent là, lorsqu'on le fait. Même chose pour la politique. Il y a toujours des événements, toujours des activités. Moi, j'adore ça. D'abord, c'est quelque chose qui me nourrit. J'aime ça être avec les gens. J'aime ces événements-là. J'aime les activités. Mais il m'arrive que je prends, par exemple, une journée pour moi ou une soirée pour moi. Puis là, ça me fait du bien. J'étais en famille avec des amis. Puis je trouve mon équilibre là-dedans. Mais c'est pas pour tout le monde. Dans le sens que chacun peut trouver son compte, doit trouver ce que pour lui ou elle, c'est le meilleur pour sa vie personnelle. Puis aussi, à l'occasion, je prends des vacances puis des voyages. Ça aussi, dans les voyages, ça me permet de vraiment trouver mon équilibre puis d'être très bien là lorsque je reviens avec toute mon énergie. La prochaine étape, ça va être que tu vas toi-même piloter pour aller en voyage. Mais exact, pourquoi pas? C'est ça. Ça serait intéressant. Puis comment, en fait, tu remplis tes fins de semaine? Je devrais apprendre peut-être à connaître un peu plus le Mathieu là, derrière le monsieur ou le député, l'évêque. Oui, là, oui, les fins de semaine, c'est souvent des activités en circonscription. Oui. Donc, vois-tu, là, en fin de semaine qui s'en vient, on a un souper cabane à sucre avec un club d'âge là, qui nous a invités. Des fois, il y a des concours ou même il y a des tournois de sport on va remettre des médailles. Mais il y a beaucoup de types d'activités, puis les journées ne se ressemblent pas. Mais si j'ai du temps pour moi, personnel, je vais aller, par exemple, faire de la natation. Moi, j'adore faire de la natation. J'ai fait longtemps de la compétition. Je vais nager, souvent au centre sportif de Gatineau. L'été, j'aime bien faire du tennis, faire du vélo, faire une belle marche.
Donc ça, c'est quelque chose qui me plaît. Sinon, je déteste pas non plus aller voir un film au cinéma. Je trouve ça super intéressant. Parfois aussi, après-midi lecture, là, en été, c'est bien lorsque sur une terrasse, bon livre, lecture. Donc, quand j'ai du temps, je fais ça. Mais sinon, il y a plein d'activités là, dans la circonscription où je fais de la représentation. Mais c'est pas de la jurisprudence que tu lis l'été, là. Ah, non, exactement. Pas trop. On espère. Et ni des mémoires de groupe, quoique on a beaucoup de lectures là, lorsqu'on prépare un projet de loi. Là. Ah, ben oui, ça doit. Il y a une question de même qui me fait en tête. Oui. À faire autant d'activités officielles, d'événements officiels comme tu le fais, t'as combien de sous dans ta garde-robe? Écoute, c'est une bonne question. Là, si je les compte, à peu près une dizaine, je dirais. Ouais, une bonne dizaine de sous. Ouais. Dizaine de sautes avec une quantité incroyable de chemises. Là, je te dirais que souvent dans les films, on voit ça là, dans des films où il y a des gens d'affaires, où il y a plein de chemises avec beaucoup de complets. Mais je te dirais 10-12 complets avec plusieurs chemises puis des cravates différentes. Puis des fois, j'en achète un autre, puis il y en a un qui sort de la garde-robe. Je pense que ça fait partie du rôle, hein, pas, là, exact. Une bonne rotation. Une bonne rotation, c'est ça, exact. Est-ce que tu dirais que le droit est plus taxant ou la politique? Dans quel sens? Dans le sens en termes d'être prenant. On sait que en début de carrière en droit, c'est des longues journées. On en parlait d'ailleurs avant de commencer à tourner, là. Mais que durant la course au stage ou durant les stages, ça peut être du 8 à minuit et je parle de 8 heures le matin, non pas le soir. Donc en termes d'énergie ou encore de temps investi. Je te dirais que le droit, c'est très, très prenant, mais la politique, oui, c'est très prenant, mais c'est englobant, dans le sens que ça devient presque toute ta vie. Là. Tout devient politique. Le matin, tu te lèves, tu vois ta revue de presse. Tout peut affecter ta journée. C'est omniprésent, la politique. Alors que le droit, il y avait des moments où je pouvais dire, on a fini un dossier, c'est correct, il y en a d'autres qui s'en viennent, mais je pouvais prendre un moment. Alors que la politique, là, c'est une roue qui tourne, qui arrête jamais. Non, exact. Puis, quand t'aimes ça, puis t'es passionné par ça, t'as pas nécessairement envie de décrocher, tu sais. Donc, pour moi, c'est pas un enjeu, mais pour une personne qui, tu sais, c'est pas nécessairement sa passion, puis qui y va, mais il faut qu'elle soit prête à dire, à chaque instant de ma vie, il y a peut-être quelque chose qui va se passer, il y a peut-être un sujet, il y a peut-être un sujet d'actualité qui va arriver, puis il faut que je puisse l'aborder, peut-être une demande d'entrevue, ainsi de suite. Donc, c'est certain que c'est omniprésent. Oui. Tu parlais de demande d'entrevue là, il y a quelques instants. Je sais que des fois, ça peut être assez en campagne, surtout là, se faire challenger en direct. Est-ce que tu as déjà eu des moments ou des questions, en fait, lors d'entrevues qui t'ont secoué un petit peu, là? Je pense que oui. Je pense que dans ma première campagne, j'avais fait une entrevue avec Roch Cholette à l'époque. Ouais. Et on se souviendra que, tu sais, puis il y avait ses méthodes. Et c'est ça, exact. C'était coloré, il posait des questions. C'était, puis évidemment, il laissait pas sa place. Donc c'était des entrevues, chaude, on va dire ça comme ça. On va garder ça là. Exact. Tu as mentionné également, il y a quelques instants, qu'il n'y a pas une journée qui se ressemble comme député en politique. Mais tu dirais qu'au quotidien, ça ressemble à quoi être un député? Comme tu es entouré de qui? Tu sais, les différentes tâches peut-être qui se répètent ou encore, c'est quoi la base de ton métier? Il y a 3 volets au rôle de député. D'abord, la représentation. Donc, représenter nos concitoyens, représenter nos groupes, nos organismes. Puis ça, c'est un travail évidemment, qui est impossible d'accomplir seul. Ça prend des membres de notre équipe. Donc, moi, j'ai une superbe équipe à mon bureau de circonscription. 3 personnes là géniales qui travaillent très, très bien puis qui accompagnent nos groupes puis nos concitoyens. Donc, ça me permet d'aider de remplir le volet représentation. Puis aussi, la représentation sur le terrain. Donc, d'aller voir les citoyens. L'autre volet, évidemment, c'est le législateur, donc celui qui établit et qui adopte des projets de loi. Donc, ça se passe au Parlement, puis contrôleur de l'État. Donc, en lien avec tout ce qui est le budget, le vote sur le budget, vote sur les crédits, contrôler, ainsi de suite, analyser les différentes dépenses de l'État. Donc, ces 3 volets-là, qui sont interreliés, mais qui sont essentiels pour un député. Donc, tu as une équipe donc à Gatineau dans Chapleau pour les citoyens, tu as le Parlement donc qui nous permet de faire les projets de loi. Puis il y a une équipe moi je travaille aussi également au leader, donc leader du gouvernement. Donc il y a une équipe qui m'accompagne là-bas aussi au Parlement.
Et ça se passe comment concrètement au Parlement? Y a-tu des éléments de coulisses tu sais, qu'on voit pas en tant que membre du public? Y a-t-il des anecdotes crunchy là, qu'on peut obtenir? Ben écoute, oui. Ben écoute, moi, j'ai la chance d'être au leader et les matins, donc avant la période de questions, donc ce qu'on voit pas, là, c'est que il y a ce qu'on appelle la période d'échauffement. Et donc, moi, j'ai le bonheur de questionner et de jouer le rôle des oppositions envers les ministres. Et donc, je prépare les questions le matin avec une équipe et je pose ces questions-là que nous pensons que les oppositions pourraient poser aux ministres et on les on les challenge, comme on dit, on tente d'avoir leurs réponses là, évidemment les plus candidement possibles parce qu'ils savent pas ce qu'on va leur poser comme question. Donc ça, je trouve ça très, très intéressant. Et il y a des ministres qui s'en sortent très, très bien, qui sont bien, mais des fois, ça leur permet aussi d'ajuster certaines réponses. Ben oui, c'est certain. Ça ressemble un peu, dans le fond, à un concours de plaidoirie, un mock trial. Là. Oui, exactement. Okay. C'est chaque matin, avant la période des questions, il y a la période d'échauffement. Ah, ça commence. Et j'en suis. Ça commence en force. Ça commence raide. Exact. J'ai eu l'occasion de rencontrer le premier ministre, M. Legault, d'ailleurs, il y a quelques années. Et puis, c'est certain que, tu sais, les politiciens qu'on voit à la télévision et tout ça, ben c'est complètement différent qu'en vrai. Je pense que les gens réalisent pas qu'on est tous des humains, tu sais, et puis que tout le monde, tu sais, peut être accessible en quelque sorte, tu sais. Comment est-ce que tu décrirais M. Legault, là, en tant qu'individu? Ben moi, je dirais que M. Legault, probablement, oui, il est très accessible, puis il est très proche des gens. Dans le sens que il va dans les gens, il comprend la réalité de nos concitoyens du Québec. Il est très pragmatique aussi, là. Il est pas dans le dogmatisme, il est pas dans l'idéologie. Il prend des décisions, tu sais, qui sont sensées, qui sont posées. Puis j'ai une très, très belle relation avec lui, là. On a toujours... Puis il est drôle aussi. Il fait parfois des blagues. En as-tu une à nous donner? Ben, en fait, oui, parce que c'était très drôle parce que je soupais avec lui il y a quelques semaines, puis il me disait... Puis je pense que ça a sorti dans les médias, je suis pas certain, mais il disait à l'époque, lorsqu'il avait lancé Air Transat, il y avait le code TS, parce que chaque compagnie aérienne a un code qui est associé avec la compagnie aérienne, et le code TS, en fait, M. Trump voulait avoir ce code-là, parce que lui, il lançait une compagnie aérienne du nom de Trump Shuttle, et il a appelé M. Legault pour lui demander de lui acheter son TS parce que c'est Transat. Et M. Legault a dit non, je garde mon TS. Et donc, c'était quand même une drôle d'anecdote. Puis, M. Trump, il est comme, OK, si vous ne le vendez pas, je respecte ça. Puis, lorsqu'il l'avait rencontré à Paris, en Notre-Dame de Paris, lorsqu'il y avait l'inauguration, il lui avait rappelé cette anecdote-là, puis il s'en était souvenu, le président Trump à ce moment-là. Et donc, c'est une des petites anecdotes, des fois, qui nous compte, puis c'est toujours bien drôle et sympathique. Sais-tu combien avait offert M. Trump à M. Legault? Mais il m'a pas dit le chiffre, non. Mais il ouais, c'est ça, un beau montant, ouais, exact, ou pas, tant que ça, exact. Je sais pas combien il aurait pu offrir pour ce code-là. OK, donc M. Trump et M. Legault se connaissaient là, avant leur entrée en politique respective. Se connaissaient, dans le sens qu'ils avaient déjà interagi l'un avec l'autre sur cette question-là. Maintenant, est-ce qu'ils se connaissaient plus que ça? Je penserais pas. Okay, je ne sais pas. J'imagine que ça doit être un sujet quand même d'actualité, ce qui se passe aux États-Unis ces temps-ci. Oui. Tu seras bien à l'aise de ne pas répondre, là, mais comment est-ce que vous voyez ça à l'interne au sein de la CAQ? En fait, c'est pas juste au sein de la CAQ, nous, au sein du gouvernement, mais je pense que c'est tout le monde au Québec, au Canada, qui sont affectés par ça. C'est surtout l'inconnu, l'improbable, l'inattendu. Chaque jour amène une nouvelle décision, une nouvelle orientation, un autre décret. Donc, c'est surtout ça qui rend la tâche plus ardue, là, d'essayer d'anticiper, l'incapacité à anticiper, l'imprévisibilité. Tous ces éléments-là viennent complexifier l'ensemble des décisions qui sont à prendre, particulièrement en matière d'économie. Et est-ce que toi, comme député de Chapleau, là, en Outaouais, est-ce que ça t'impacte directement ou c'est plutôt des décisions, des discussions qui impactent, on va dire, M. Legault au niveau fédéral? Mais ça a un impact au niveau du caucus. D'abord, il y a des discussions à ce niveau-là. Puis ça a aussi un impact au niveau des entreprises qui font des affaires aux États-Unis ou qui sont impactées par les décisions qui sont prises, autant en Outaouais. Donc, effectivement, parfois, j'ai des entrepreneurs qui me parlent de ces enjeux-là. Puis, on tente évidemment de les accompagner, là. Qu'est-ce que tu fais pour les aider concrètement? Bien, évidemment, on les accompagne vers tous les programmes qui sont offerts là, dans les différents ministères, en emploi, ministère de l'Économie, Investissement Québec. Il y a une volonté justement de diversifier les marchés.
d'augmenter la productivité. Donc, des nouveaux programmes qui sont liés à ça, justement, la diversification des marchés. Donc, si on a une volonté, par exemple, de vendre en Europe, de vendre en Asie, ben, il y a de l'accompagnement qui peut être fait, notamment avec Investissement Québec ou le ministère de l'Économie. OK, super intéressant. Oui, vraiment. En tout cas, entrepreneur, allez voir M. Lévesque de Chapleau, là, il va pouvoir vous aider. Oui. Et on le sait, là, je change un peu de sujet, mais il y a beaucoup d'étudiants en droit qui sont intéressés par la politique. Je le vois moi-même, là, les campagnes pour la présidence étudiante ou quoi que ce soit, c'est trop corsé par rapport à ce que ça devrait être, selon moi, mais quand même. C'est quoi tes conseils pour les étudiants en droit ou encore d'autres programmes là, qui ont des ambitions politiques? Engagez-vous jeune, engagez-vous souvent, puis militez. Militez dans les partis politiques, faites-vous des contacts, rencontrez des gens. Je pense que moi, j'ai fait ça, j'avais 15 ans, 16 ans quand j'ai commencé à militer dans des partis politiques. Puis, lorsqu'on a cette passion-là, ça ne nous quitte jamais. Donc, poursuivez votre parcours, restez dans le volet du militantisme. Puis, je vous encourage, évidemment, si vous voulez faire de la politique active, à le faire dans un parti politique qui vous représente, qui vous convient. Puis ensuite, on ne sait jamais ce qui peut arriver. Quand tu parles d'engagement, est-ce que c'est plutôt justement un engagement au sein des associations étudiantes, de la politique étudiante ou justement auprès des partis ou la relève des partis? Bien, tout engagement est bon, dans le sens que, évidemment, avoir une volonté de s'engager pour sa communauté, pour sa collectivité, peu importe où que ce soit soit au niveau étudiant, soit au niveau des partis politiques, soit ailleurs, évidemment, c'est très, très bon. Mais si moi, ce que j'ai fait, puis ma recommandation, c'est d'y aller dans un parti politique si on veut faire de la politique active. Parce que les gens vont vous connaître, vont vous reconnaître, vont savoir qui vous êtes, vont savoir que vous avez milité avec eux. Tout le volet loyauté, le volet de travailler ensemble. Par exemple, en 2011, en 2011-2012, lorsqu'on a fondé le parti de la CAQ, ben j'étais là. Puis le fait d'avoir commencé au plus bas dans les sondages, puis monter ça avec l'équipe, ben ça fait en sorte que on dit regarde, lui ou elle, ils ont été avec nous depuis le début, puis c'est quelqu'un de fiable, puis quelqu'un qui s'est engagé avec nous. Donc il y a comme un volet reconnaissance aussi par rapport à ça, puis un volet de travail d'équipe, puis on y va tous ensemble. Toi, comment est-ce que tu as commencé justement à t'engager? C'était quoi les premières actions que tu as prises? Puis qu'est-ce qui t'a mené ultimement à t'engager auprès de la CAQ? Ben d'abord, ça a été Françoise Boivin qui est venue au secondaire à Saint-Alex parler de son rôle. Et lorsqu'elle avait terminé, j'étais allé la voir et j'ai demandé si je pouvais m'engager avec elle dans son exécutif. Et je suis entré avec elle dans son exécutif local à l'époque. Puis j'ai commencé à militer. Puis ensuite, j'ai travaillé pour Benoît Pelletier. Donc, c'était à l'époque le Parti libéral fédéral et le Parti libéral provincial. Donc, j'étais avec les deux. Et lorsque j'ai quitté justement pour Montréal pour aller étudier en droit, puis M. Pelletier avait quitté la politique, j'ai été un peu déçu du Parti libéral du Québec à l'époque et j'ai eu un appel d'une très bonne amie à moi, Brigitte Legault, qui était en fait ma présidente des jeunes libéraux fédéraux à l'époque. Elle me disait, Mathieu, on fonde un nouveau parti. Puis ça s'appelle la CAQ. Donc, j'ai dit OK avec M. Legault. Je disais, je vais venir vous rencontrer. Puis finalement, j'ai embarqué avec eux. J'ai dit, wow, c'est intéressant parce qu'on voulait, dans le fond, unir les forces vives du Québec et mettre de côté les vieux débats. Donc, tout le volet fédéraliste, séparatiste, souverainiste, on voulait tasser ça de côté puis travailler pour le Québec, avec les forces vives du Québec, pour vraiment faire un beau changement. Puis si j'ai embarqué dans ça, ça me plaisait énormément. Puis voici où nous sommes maintenant rendus. Puis tu regrettes pas ton engagement, non? Aucunement. Non, aucunement. Je suis très, très heureux, en fait. Super. On va passer à un segment que j'adore, en fait. Là. C'est un petit segment plus ludique qui s'intitule « Récit de maître ». Et je vais te pose des questions et soit tu réponds en une phrase ou relativement brièvement ou tu complètes la phrase. Parfait. Ça va? Oui. Super. Donc, plaider devant un juge ou débattre à l'Assemblée nationale? Débattre à l'Assemblée nationale. Pourquoi? Je trouve... D'abord, parce que j'ai moins eu l'occasion de plaider devant un juge à l'époque. Moi, j'ai fait du droit des affaires, donc c'était moins... je n'étais pas appelé nécessairement à plaider devant un juge, mais aussi parce que les débats à l'Assemblée nationale, ça touche l'ensemble de la société. Tous les sujets sont abordés, donc je trouve ça vraiment, vraiment intéressant. Super. Deuxième question, si vous deviez repartir de zéro avec une toute nouvelle carrière, que feriez-vous? Je pense que vous avez la réponse à cette question. Hein? Pilote d'avion? Oui, monsieur. Pour Air Transat ou... Peut-être. Si M. Legault m'appelle, je vais y aller. Non, je fais des blagues, mais oui, probablement pilote. OK, super. Si je pouvais dire une phrase au Mathieu Lévesque, étudiant en droit, ce serait? Ce serait « Continue de rêver,
Puis continue de suivre tes ambitions. Très bon conseil, très bon conseil. D'ailleurs, on pourrait peut-être l'étendre aux étudiants en droit actuels. Oui, continuez de rêver, gardez vos rêves, puis allez rester ambitieux. Super, bien dit. Si tu fais passer 1 heure avec une figure politique ou juridique, vivante ou décédée, qui serait-ce et pourquoi? Jean-Marc Bédard, l'ancien ministre de la Justice du Québec, pour discuter avec lui de sa réforme du droit de la famille, son changement au Code civil et également les modifications à la Charte québécoise, le droit de liberté, notamment en lien avec la discrimination. Je trouve que ce ministre de la Justice a fait avancer le Québec énormément sur plein d'aspects. Puis, c'est pas non plus étranger à ce que le ministre de la Justice actuel fait, particulièrement avec la réforme du droit de la famille, sur laquelle j'ai eu le bonheur de travailler. J'aurais aimé ça discuter avec lui de comment ça s'est fait, puis où ce qu'il allait. Je pense que ça aurait été très, très intéressant, mais malheureusement, il est décédé. Ouais, je suis convaincu que ça aurait été une discussion fort enrichissante. Ouais. Donc, vraiment super. Merci pour ça. Donc, ça clôt un peu notre petit segment là, de petites questions très intéressant, plus ludiques. Ouais. J'aimerais ça continuer un peu au niveau de l'interrelation entre le droit et la politique. Mm-hmm. Donc, est-ce que selon toi, il existe en fait une profession, avoir étudié en droit, c'est pas vraiment un atout? Ça peut, disons, rien nous apporter? La réponse serait non, puis il n'y a rien qui me vient en tête à ça. Moi, je pense que dans les études qu'on fait en droit, il y a toujours des éléments qui vont pouvoir nous être utiles dans peu importe ce qu'on va faire, ne serait-ce que pour la compréhension générale du monde qui nous entoure. Là. OK, super. C'est quoi la compétence la plus sous-estimée, on va dire, qu'un étudiant en droit développe, puis qui s'en rend peut-être pas compte, on va dire, dans l'état actuel des choses, là? Bien, je pense que ça se fait naturellement, là, mais tout ce qui est le volet structure, organisation, résolution de problématiques et d'enjeux, dans le sens qu'on s'en rend pas compte automatiquement, mais on le fait naturellement, puis je pense que ça va nous servir, ça nous sert en fait dans nos professions ou dans le travail qu'on fait par la suite. Donc, ça se fait naturellement, puis tous ces éléments-là viennent nous aider pour la suite. Super. C'est quoi la chose, en fait, que personne t'a jamais dit en politique puis qui t'a surprise en arrivant là? En fait, le caucus. Oui. Je ne savais pas à quoi m'attendre lorsqu'on me dit on s'en va en caucus pour la première fois, lorsque j'ai été élu. Et c'est vraiment un lieu d'échange et de discussion sur tous les sujets possibles et inimaginables, où tout est possible, où on peut tout dire. Échanger, avoir des débats, avoir des désaccords sur certains sujets. Puis ensuite, on sort de là, puis on est une équipe unie. On a la même vision, mais je trouve ça vraiment intéressant parce que je savais pas que ça pouvait être... on pouvait avoir autant de beaux débats et de beaux échanges pour faire avancer, en fait, autant notre groupe parlementaire que le Québec. Donc, vraiment, ça a été une belle surprise pour moi, le caucus. Très cool, très cool. Puis en fait, j'ai une question qui me reste en tête depuis tout à l'heure, mais qu'est-ce que réserve l'avenir à Mathieu Lévesque? Donc, quelles sont tes ambitions pour progresser en politique, par exemple, dans les prochaines années? Oui, mais d'abord, vous savez que vous n'êtes pas sans savoir qu'il y aura élection 2026 l'année prochaine. Oui. Et donc, ma plus grande ambition, là, ce serait de pouvoir poursuivre et de mériter la confiance de mes concitoyens une 3e fois dans Chapleau. Pour pouvoir rester député de Chapleau et continuer le monde de travail de représentation auprès de mes concitoyens. Donc, ça serait, je pense, dans l'année qui vient, là, une belle réalisation. Sinon, ça sera le premier ministre qui déterminera aussi des fonctions si jamais il avait envie que j'ai une autre fonction. Dis-moi en plus un petit peu, là, allez, là, est-ce qu'il y a un projet de loi en particulier qui tient à cœur? Y a une cause qui tient à cœur? Actuellement, j'ai eu un nouveau mandat avec le ministre de la Justice, puis ça, je peux en parler, de travailler sur le rapport sur les avancées constitutionnelles et juridiques du Québec à l'intérieur de la Fédération canadienne. Et je travaille actuellement avec le ministre de la Justice sur ce projet-là en lien avec la Constitution potentielle québécoise. Et donc, c'était vraiment un projet sur lequel j'adore travailler et qui va sûrement porter ses fruits dans les prochains mois. Donc, voilà. Ça, c'est beau. Je peux pas en dire plus, mais parce que c'est quand même... on est en train d'y travailler, mais c'est un projet qui me tient énormément à cœur.
Est-ce que je me trompe ou est-ce que ministre Lévesque, ça sonne bien? C'est la prérogative du premier ministre. Parfait, je vais arrêter de pousser. Super. Un grand merci, Mathieu, d'avoir accepté, là, justement, d'avoir sauté à pieds joints dans notre invitation de venir nous rejoindre sur le podcast 100 mètres. Comment est-ce qu'on peut suivre tes travaux ou encore, en fait, l'évolution de vos débats? Là? Oui, d'abord, je vais te remercier aussi puis je vais te féliciter pour ce super podcast. Vraiment très heureux d'être ici, d'avoir participé à cette émission. On peut me suivre évidemment sur mes réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Twitter, même LinkedIn. Donc, je vous invite les gens à me suivre, puis vous allez pouvoir voir un peu mon quotidien, on en a parlé, mais aussi le voir en photo et en vidéo. Parfois, c'est très intéressant de suivre notre vie, la vie très active et dynamique là, d'un politicien. Ben oui, puis d'ailleurs, j'invite tous ceux qui nous écoutent à contacter leurs députés parce que dans le passé, tu nous as beaucoup supporté dans le cadre de mes entreprises, oui. Aussi moi comme étudiant en droit. Donc, ça soit des fois une question de nous aider à naviguer le portrait juridique, voire politique de la province ou encore des fois en termes de budget, de pouvoir aider des initiatives porteuses là, de la région. Les députés sont extrêmement engagés puis je pense que les gens oublient des fois soit leur rôle ou encore qu'ils sont disponibles pour la population. Tout à fait. Donc, pour toutes les questions, j'invite vraiment chaleureusement les gens qui nous écoutent à les contacter. Ils nous ont aidés beaucoup, puis je sais qu'ils vont pouvoir faire la même chose pour vous. Donc, un grand merci. Et on vous rappelle que on a un épisode par mois que vous pouvez écouter sur toutes les plateformes de streaming, donc Spotify, YouTube, même sur les réseaux sociaux. Et sur ce, on se retrouve dans le prochain épisode. Merci.